3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert nous accompagne, présidente de Constance Associés. Bonsoir Virginie. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci à Damien Charlet d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, directeur de la gestion sous mandat de Mescart Asset Management, et Xavier Patrolin à nos côtés également. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes président d'Albatros Capital. L'actualité à la une aurait pu être le dernier rapport sur l'inflation aux États-Unis. Ça fait partie des chiffres clés que toute la planète finance regarde chaque mois. Si ce n'est le lancement de ces ETF Bitcoin Spot et les premières cotations en ce moment même. Je vous regarde vers vous parce que c'est à vous que je vais poser cette première question, Virginie. Non, je dois dire que Smart Bourse, c'est pas l'émission la plus en pointe sur l'univers crypto. Je renvoie d'ailleurs à l'excellente émission Smart Patrimoine qui traite chaque semaine ou quasiment de l'actualité crypto. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde de la finance et l'industrie de la finance. Et donc, je pense que là, il y a un événement dont on peut parler. Au-delà de tout connaître de la blockchain et des quelques centaines de cryptos qui existent aujourd'hui sur le marché. Que vous inspire l'arrivée d'un ETF ? ETF, on le rappelle, ce sont les trackers, la gestion indicielle, les produits les plus utilisés au monde aujourd'hui sur les marchés, les produits qui génèrent le plus de volume de transactions aujourd'hui dans le monde. ETF, Bitcoin, Spot, au comptant. Il y en a plus d'une dizaine, 11 qui ont été validés par la SEC hier et qui cotent donc aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, Virginie ? Je suis très partagée. Alors, moi, je ne travaille pas sur les cryptos, ça c'est clair, puisque nous, notre process, c'est d'avoir une analyse fondamentale. Donc là, on n'a pas d'analyse fondamentale sur la matière, sur le sous-jacent. Donc voilà. C'est pas votre univers. C'est pas mon univers. Bon, après, effectivement, d'avoir un ETF, on peut se poser la question, parce que certains l'ont comparé quand on a lancé les ETF Gold, par exemple. Oui. Bon. Où on a vu que le prix de l'or, effectivement, a monté. On a appelé l'or papier. Voilà, l'or papier. Est-ce que on aura également ce mouvement d'appréciation sur le Bitcoin pour le moment, et puis à voir s'il y a d'autres, évidemment, prétendants. Est-ce qu'on aura, du fait de cette liquidité, je ne suis pas sûre, je ne sais pas, c'est à voir, mais... Les spécialistes nous disent qu'il y a déjà eu beaucoup d'anticipation. Le Bitcoin a monté de 60-70% dans l'attente de cette validation. Joué, enfin bon, une fois que c'est passé, il y a pas eu de... Alors, ce qu'on peut voir, c'est que les plateformes qui commercialisent effectivement les cryptos, c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle, puisque maintenant, il y a un produit substitutif, si on peut dire, pour participer donc à la hausse ou à la baisse des cryptos. Et alors, c'est intéressant de voir aussi que là, il y a une vraie guerre sur les frais, puisque, comme vous le savez, il y a les spécialistes, donc je ne sais pas si, in fine, ça sera quelque chose pour l'industrie qui générera effectivement une certaine rentabilité, sûrement, mais enfin bon. Et surtout, moi, non, ce qui m'a interpellée, c'est quand même le discours associé du patron de la SEC. Ouais, Gary Gensler. Voilà, absolument, qui a bien dit quand même qu'il n'était pas pro-Bitcoin, donc il l'autorise, il donne l'agrément, mais il n'est pas pro-Bitcoin, il a même mis en avant certaines problématiques associées aux cryptos qu'on connaît, l'utilisation illicite pour certaines choses, etc. Donc, tout ça fait partie, je pense, qu'il y a... Enfin, il autorise quand même... Enfin, son métier, c'est de dire si oui ou non, on peut alors, c'est du spot. Mettre sur le marché des ETF sur moi, je n'irai pas demander l'agrément, mais l'agrément, je crois, est associé à une communication très importante, justement, sur ce qu'on achète, à quel prix, etc. Enfin, donc, est-ce que c'est un moyen, là aussi, de cerner un peu plus, j'allais dire, le sous-jacent ? Je ne sais pas, on verra. À l'avenir, nous en dira peut-être un peu plus. C'est quand même une forme d'institutionnalisation d'un monde alternatif qui, alors, au départ, chez les pionniers, voulait rester complètement à l'écart. C'était quand même tout le but de cette nouvelle finance, de ne pas être justement dans les standards, dans les codes et dans la réglementation de la finance traditionnelle. Là, il s'y retrouve un peu poussé et forcé. Je dirais à la gestion passive et l'ampleur que cette gestion prend, qui aura peut-être un jour ses limites. C'est plutôt ça, moi, je pense, le débat derrière. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc, à suivre. Oui, à suivre. À suivre.
À suivre avec Damien. Ah, merci. Non, mais si, vous y avez tous droit. Non, merci, mais si. moi, C'est le sujet obligé du jour. Il faut me dire ce que vous en pensez. Nous, on ne traite pas et on n'achète pas de Bitcoin parce qu'on ne sait pas combien ça vaut, tout simplement. Donc, si ça baisse ou si ça monte, on ne saura pas s'il faut le vendre ou s'il faut l'acheter. La deuxième remarque, c'est que, bon, évidemment, ça va générer sûrement beaucoup de flux parce qu'il y a plein d'investisseurs qui n'ont pas ouvert de compte dans des plateformes pour acheter du Bitcoin, soit par peur, soit par incompréhension. Donc là, ça sera très facile d'acheter du Bitcoin. On va rappeler que le Bitcoin il y a quelques temps, était quand même plus cher que ce qu'il vaut aujourd'hui. Donc, il peut monter plus haut. C'est pas une prévision, mais vu qu'il a déjà été à 60 000... Cathie Wood, dans son base case, scénario de base, elle dit c'est 600 000. Oui, elle peut dire... Oui, je crois, base case, voire le pire des scénarios, peut-être, je crois. Hein. C'est sa limite basse pour elle. L'objectif, c'est 600 000. Le fonds de Cathie Wood, il a eu des performances assez aléatoires ces dernières années. Donc, elle dit souvent des choses qui sont pas très vérifiables. Bon, alors... Peut-être qu'elle aura raison, hein, parce qu'il y a d'autres... Je me réfère à la parole de celles et ceux qui comptent aujourd'hui sur ce marché des cryptos. Hein, voilà. Il y a des banques d'affaires qui donnent des prix cibles qui sont effectivement à 1 million, 1,5 million. Enfin, donc on peut tout imaginer. Après, c'est une question d'offre et de demande, c'est du flux. De toute façon, de ma petite compréhension de ce que c'est un Bitcoin, c'est en quantité limitée. Donc, si vous avez beaucoup d'acheteurs... 29 millions, je crois. Ça va tirer les prix vers le haut. 80%, je crois, a déjà été miné aujourd'hui. Hein. Ouais, bon. Mais après, je suis sûr qu'il y aura des gérants qui s'en serviront comme diversification, parce que de toute façon, il y a des gérants qui achètent des actifs qu'ils ne comprennent pas. Hein. Je veux dire, en 2008, il y avait plein de gens qui avaient des actifs que personne ne comprenait, qui leur a explosé dans les mains, et ça ne les a pas empêchés d'en acheter. Donc là, il y a des investisseurs qui vont en acheter. Honnêtement, de toute façon, des ETF, il y en a sur... tout maintenant, donc il n'y avait pas de raison qu'il n'y en ait pas sur le Bitcoin. Et c'est les instruments les plus échangés au monde. On verra ce que donnent les ETF Bitcoin. J'avais en tête que le Spider Gold, donc le ETF Gold de State Street, c'est ça, Spider, c'était l'instrument le plus échangé au monde à Wall Street. Oui, bien sûr. Donc, moi, peu importe l'avis qu'on a sur le sous-jacent, l'ETF est un produit qui est complètement rentré dans les mœurs, exactement. Donc, nous, on n'en fera pas, mais ça me choque pas, au contraire. Ouais. Xavier. C'est un sujet, sujet passionnant. C'est un bon sujet. On peut y passer quelques minutes. Hein. Oui. Moi, je pense que au début, il y aurait quelques semestres ou quelques années, j'aurais dit c'est juste des lignes de code, donc ça vaut 0. Et pour intéresser un peu au sujet, je pense qu'il y a beaucoup plus de sous-jacents derrière, mais c'est très dur pour nous, des anciens qui actualisons des cash flows, qui ont des raisonnements un peu, je ne vais pas dire à l'ancienne, mais des raisonnements classiques. Oui, classiques, voilà, c'est ça. Et derrière le Bitcoin, alors c'est vrai, il y a toute la partie criminalité, parce qu'au fond, le projet du Bitcoin, c'est un projet qui voit, je ne vais pas faire un historique, mais qui voit sa naissance au moment de la crise de Lehman Brothers. En disant les banques centrales ont fait n'importe quoi, c'est très libertarien, fondamentalement, et donc on va créer, c'est dans le sillage de la bulle techno, ça prend ses germes en 2000, mais ça se réalise au moment de Lehman Brothers, parce que les banques centrales font n'importe quoi, donc il y a une réflexion sur la monnaie souveraine des États souverains, et on va créer une monnaie alternative qui sera limitée. Donc c'est à l'opposé de la création monétaire tous azimuts. Et, un nouvel étalon. Voilà, c'est ça. C'est au fond, c'est attaquer la seniorité des États. Hein. Et c'est pour ça que Facebook s'est intéressé au sujet. Donc moi, je trouve que depuis 2-3 ans, il y a eu l'initiative Facebook qui a avorté, mais j'observe que des grands acteurs de la finance et des institutionnels, c'est-à-dire des grands acteurs, des institutionnels s'intéressent de près, ont développé des départements avec des logiques de valorisation. On sait valoriser aujourd'hui le Bitcoin, alors avec des scénarios très particuliers. C'est des scénarios sur l'usage qu'on en ferait comme moyen de paiement. Donc on oppose le moyen de paiement Bitcoin aujourd'hui, enfin ce qu'il sera demain, au paiement aujourd'hui. Et on lui donne une valeur intrinsèque. Il y a une réflexion sur l'Internet 3.0
Donc, et puis il y a toute une série de processus de sécurisation dans la chaîne de valeur du Bitcoin qui évolue. Qui peuvent avoir de la valeur, une valeur tangible. Voilà, c'est ça, exactement. Donc je pense que ça a bien une valeur. Alors il y a un truc qui m'a surpris, parce que justement, là tu m'as posé donc j'ai fouiné, alors j'ai découvert que les 2 plus grosses baleines actuellement à l'échelle mondiale, parce que la question c'est de savoir est-ce que les banques centrales vont basculer. On sait que les banques centrales, pour l'instant, réfléchissent. Non, mais les banques centrales sont titillées sur le sujet. Elles réfléchissent sur la notion de monnaie numérique. Elles ont bien compris la menace qu'il y avait. Et donc, elles sont toutes Fédérale Réserve, Banque Centrale Chinoise, BCE. Christine Lagarde, ça lui sera peut-être posé ce soir. Elle a dit que son fils avait investi sur la monnaie numérique. Il y a une émission à la télévision française avec Christine Lagarde ce soir. Ouais, c'est par hasard que j'en parle. Non, parce que ça me vient brusquement à l'esprit. Et elle a dit tout récemment que son fils avait tout perdu, alors qu'elle lui avait expliqué que c'était une connerie d'investir dans les monnaies digitales. La question c'est est-ce que les banques centrales vont... Pour l'instant, on n'a jamais vu de banque centrale détenir... Dans leur réserve de change ? Dans leur réserve de change de Bitcoin. Non, oui, mais il y a les 2 plus grosses baleines actuellement à l'échelle mondiale, c'est le Trésor américain et le Trésor chinois. Pourquoi ? Non pas parce qu'ils ont acheté des Bitcoins, mais ils les ont eus par opération judiciaire. Ils ont mis sous séquestre. La saisie des Bitcoins. Voilà, ils ont saisi des Bitcoins. C'est le plus gros détenteur de Bitcoin à l'échelle mondiale. Alors le paradoxe, c'est qu'ils ont à peu près 10 milliards chacun. Ils ont 195 000 Bitcoins pour le Trésor américain, 190 000 pour le Trésor chinois. Et alors, truc très étonnant, parce qu'évidemment, ça s'est suivi de près, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi le Trésor américain ne cède pas ces Bitcoins. Ils ne les remettent pas en circulation. Ils ne les remettent pas en circulation. Ils en ont remis très peu. Donc, alors évidemment, après, on peut tirer un roman, on peut faire... Voilà. Et donc, moi, la question, c'est quand est-ce que l'on va voir des banques centrales ? Alors, il y a d'autres trésors, il y a l'Ukraine, il y a le Salvador, il y a... l'État français, pour l'instant, la Banque de France n'a pas dit, ni l'État français, qu'il détenait des bitcoins. Mais je ne serais pas surpris qu'on voit de très grosses mains détenir des bitcoins. Donc les ETF, l'apparition des ETF, c'est un très gros signal. Et je pense que c'est autre chose que des lignes de code numériques. Ça a probablement une vraie valeur. Alors après, il faudrait discuter avec des spécialistes. Je ne suis pas un spécialiste. C'est pas l'émission des spécialistes du Bitcoin, je confirme. Pour moi... Et puis regardons l'évolution du Bitcoin sur l'année 2023. Meilleur actif. Voilà. 150% sur de hausse. 2022, c'était pas le cas. Oui. Il y a une volatilité, il y a un bêta, il y a ce qu'on veut. Mais... Voilà, donc je trouve qu'il y a voilà. Donc non, je pense qu'il faut s'y intéresser. Alors c'est très difficile. Est-ce que ça vaut le coup pour des structures mais il y a autre chose. C'est pas uniquement des bulbes. J'aurais dit c'est un bulbe de tulipe numérique. Je pense que c'est autre chose. Vous avez changé un peu votre vision par rapport à ça. Et donc la réponse, ça va monter, c'est sûr. C'est quasi sûr. L'analyse fondamentale, je ne connais pas personnellement quelqu'un qui ait pu lire tout le code du Bitcoin, qui est compris. Non, mais comme le dit Xavier, c'est d'autres référentiels, d'autres méthodes de valorisation. Pour moi, une monnaie digitale, c'est alternatif. C'est juste une utilisation qui est beaucoup plus facile. Pour moi, ça ne change rien. Donc, si demain, effectivement, la Banque de France nous dit on est en monnaie digitale, ça me va très bien. Oui, mais monnaie banque centrale. Ça reste monnaie banque centrale. Donc voilà. Oui. Oui, ça reste monnaie banque. Isabelle Schnabel, qui tenait une session questions-réponses hier avec la twittosphère et d'autres, la question lui a été posée. Non, très probablement, comment elle a formulé, probablement ça n'arrivera jamais. Quand on nous demande est-ce que la BCE va acheter des bitcoins, probablement ça n'arrivera jamais. Eh ben, on retient ce qu'on veut. Ça n'arrivera jamais, probablement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a pour les deux camps, quoi. Et je pense que la messe n'est pas dite. Bon, on verra. Oui, Christine Lagarde, c'est sûr qu'on lui parlera sans doute peut-être du Bitcoin ce soir à la télévision française. Et ce sera intéressant d'avoir son avis répété, réaffirmé. J'imagine qu'elle n'aura pas changé d'idée par rapport à ça, et avec les ETF Bitcoin spot qui sont arrivés sur le marché. Si je reviens à votre univers plus traditionnel, Virginie, les entreprises... Si, ça m'intéresse quand même. Avant que tout soit Bitcoin, il y a des résultats d'entreprises qui nous intéressent devant nous. Non, mais toujours un moment important. On aura là en plus la séquence de résultats annuels avec des perspectives pour les entreprises qui le peuvent, qui seront données effectivement sur l'année 2024. Qu'est-ce que vous attendez de cette séquence micro ? Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers qui vont attirer l'attention, ou est-ce que vous voyez le plus d'asymétrie entre la valorisation actuelle des entreprises, des secteurs, et le momentum bénéficiaire qu'on peut attendre ?
attendre? C'est un peu toutes les questions qu'on se pose. Le consensus, il est sur ce dernier trimestre de l'année précédente, il est pas très ambitieux. Enfin, il est sur une petite hausse, que ce soit. Je parle du S&P 500. US. Donc une petite hausse sur le trimestre. Oui, sur le trimestre, en trimestriel. Sur les earnings et sur les revenus, enfin sur le chiffre d'affaires et donc les bénéfices. Donc voilà. Après, il y a effectivement des hausses majoritairement pour la consommation discrétionnaire, mais pas tout. C'est-à-dire que par exemple les voitures d'automobile, c'est plutôt du négatif. Je parle des earnings là. Et puis, évidemment, les plus fortes progressions sont attendues pour la techno. Donc, la conso discrétionnaire hors... voiture, auto. Voiture, absolument. Et puis, communication, les traditionnels, on va dire. Sur le chiffre d'affaires, on attend encore de la hausse sur les staples, sa consommation de biens courants. En revanche, sur les earnings, c'est beaucoup moins la fête. Et donc, il y a des disparités qui sont tout à fait... qu'on peut schématiser. Bon, en clair, la croissance, les valeurs croissantes... Enfin, ceux qui appellent ça les valeurs croissance. Et puis, tout ce qui est un peu plus cyclique, un peu moins. Bon, moi, je pense que c'est après intrasectoriel, réellement. Parce que... et si je me projette sur les 6 prochains mois, je pense que l'impact de la hausse des taux dans le monde corporate, des entreprises, c'est maintenant qu'il peut se faire sentir. D'accord. Donc, la qualité des bilans face au business model, la qualité de la stratégie, etc., c'est tout ça qui va se concrétiser. Donc, on aura, comme en 2023, parce que c'était déjà un peu le cas, une différenciation. Et il y aura les bons élèves. Et probablement que les bons élèves vont continuer d'être les bons élèves. Et peut-être même qu'ils pourraient devenir encore meilleurs élèves. Et qu'à l'opposé. Donc il y aura cette différenciation. Voilà. Sur les bancaires, demain, moi, je ne suis pas les bancaires. Ouais. Donc j'attends, on verra. Parce que c'est vrai que les mouvements sur les taux peuvent avoir influé. Mais ça sera véritablement dans une dizaine de jours qu'on aura déjà quelques tendances. Oui, bien sûr, oui. Et puis pour 2024, vous le savez, Grégoire, c'est une réaccélération tout au long de l'année. C'est-à-dire que chaque trimestre, enclenchant, a priori, le consensus, c'est ce que les analystes voient aujourd'hui. Voilà. Une amélioration séquentielle de trimestre en trimestre. D'accord. Damien, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans cette séquence de résultats? Quelles sont les informations que vous avez envie d'obtenir? Les informations que j'aimerais bien obtenir, c'est un peu de visibilité sur ralentissement fort, moyen, pas du tout, du consommateur et du contexte économique. Alors bon, les chiffres économiques européens, ils sont faciles, ils sont mauvais. Donc, je ne sais pas si on a touché le point bas, mais en tout cas, en Europe, on sent bien quand même qu'il y a une vraie inflexion et le consommateur est un peu en difficulté et que sans doute, j'ai du mal à imaginer que les entreprises qui sont en particulier, qui ont leur activité très concentrée sur l'Europe, nous donnent des bonnes surprises. Donc un peu de méfiance. Et d'ailleurs, je pense que outre le fait que novembre et décembre ont été des très bons mois boursiers, on voit bien que le marché européen, il est quand même extrêmement lourd. Il a du mal à rebondir. À chaque fois qu'il tente un rebond, ça finit à zéro ou négatif. Encore aujourd'hui, on était plutôt en hausse. Et là, on est repassé négatif. Donc, on sent bien que les investisseurs sur la zone euro, ils sont quand même très méfiants. Sachant que les attentes sur 2024 ne sont pas des attentes de récession. On est quand même sur des attentes de croissance de bénéfices de 5-6% en Europe. Donc... et après, une année 2023 qui était plutôt correcte. Donc, méfiance. J'aimerais bien avoir des indications sur la capacité des entreprises à passer des hausses de prix. À continuer, bien sûr. C'est-à-dire qu'elles nous disent, là, ça devient plus dur. On arrive à passer, on n'arrive pas à passer. Ça, je pense que ça serait très, très positif qu'on ait un peu de visibilité là-dessus, parce que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est ce que nous disent les distributeurs, en gros, et la lutte qu'il y a dans la grande distribution. Oui. Bon, au fond de nous, on sent bien que ça va être compliqué. On est au bout de la chaîne, quand même, là. Oui, mais on sent bien quand même que la capacité à monter les prix des entreprises, intuitivement, on se dit que ça va quand même commencer à être un peu compliqué. Et aux États-Unis, les attentes sont sur l'année un peu plus élevées qu'en Europe. Alors, c'est vrai qu'il y en a une grosse partie qui est fournie par je déteste cette terminologie marketing, mais les 7 magnifiques. Je regardais ce matin, les 7 magnifiques, donc qui représentent 26% du S&P, c'est
En gros, sur les 11% de croissance qui sont attendus en 2024, ils font la moitié. C'est la moitié. Oui. Voilà, c'est la moitié. Oui. Donc ça veut dire que les 74% restants, en gros, ça veut dire qu'elles elles font la moitié, mais ça veut dire qu'elles ont une croissance de BPA de 6-7%. Donc c'est pas nul non plus. Non. Alors l'économie américaine, elle résiste bien. On a quelques indications de petits ralentissements, mais encore rien de bien méchant, même si les derniers chiffres, alors on sait que c'est plutôt l'ISM que les économistes regardent sur les États-Unis, plus que conjoncture, que les PMI. Alors les derniers PMI n'étaient pas dingues, mais l'ISM n'est pas encore tombé. Mais bon, c'est pareil quand même historiquement. On est quand même sur une ligne de crête très très étroite. Historiquement, quand même, quand il y a des hausses de taux, ça ralentit, et ça ralentit normalement assez fort. Pour l'instant, aux États-Unis, on ne le voit pas, donc on va voir. Mais je trouve que le scénario, quand même, est globalement assez optimiste, un peu lunette rose. Donc, il faut bien aussi avoir la séquence en tête et en fonction de... Est-ce qu'on regarde plutôt la macro, plutôt la micro ? Parce que la première partie de cette année 2024, ça va être la chasse à la première baisse de taux de la Réserve fédérale américaine pour le marché. C'est-à-dire, au moment où la Fed va commencer à baisser ses taux, imaginons le mois de juin, vous dites, et Virginie le disait aussi, c'est le moment où on verra peut-être l'impact le plus dur dans les comptes des résultats des entreprises venant du choc de taux passé. Oui. Donc il y aura quand même cette phase pour le marché à gérer. On est dans les baisses de taux, mais en même temps, on a le poids des hausses de taux du passé qui se reflètent à ce moment-là dans les comptes des entreprises. De toute façon, cette année, ça va être une fois de plus compliqué, parce qu'il va falloir choisir entre est-ce qu'on choisit un ralentissement économique qui s'accompagne d'une baisse de taux en général appréciée par les marchés financiers, ou est-ce qu'on préfère une économie qui résiste bien, avec potentiellement des taux plus élevés. Et l'arbitrage est très psychologique. Donc, mais tout l'enjeu de 2024, ça va être ça. Historiquement, pour terminer, les bourses commencent à monter quand les PMI, alors, si on parle de l'Europe par exemple, quand les PMI s'infléchissent à la hausse et que l'inflation baisse. Donc l'Europe potentiellement n'est pas très loin de ce point-là, parce qu'on a des PMI qui sont dramatiques, qui sont aux alentours de 43, avec une inflation qui baisse. Donc un début de conditions qui sont remplies, là, peut-être qu'effectivement, le dernier petit déclencheur, ça sera une BCE qui baisserait ses taux d'intérêt, et ça serait formidable qu'elle les baisse avant les Américains, mais j'y crois pas trop. Mais effectivement, l'année boursière, ça va pas être que de la micro, ça va être aussi beaucoup des taux d'intérêt et de la macro. Pour l'instant, le facteur taux a beaucoup joué, effectivement, dans ce qu'on a vu en fin d'année 2023. Sur la séquence micro, Xavier, qu'est-ce qui va vous intéresser ? Effectivement, le point clé tourne autour de la consommation du consommateur américain. C'est 70% de l'économie américaine, et donc c'est majeur pour les États-Unis, bien sûr, et l'ensemble du monde. Oui, mais globalement, le pire est passé. Donc j'allais dire, en étant un petit peu provocateur, on se contrefiche du résultat du 4e trimestre. Ça n'a, je vais dire, presque aucune importance. Pourquoi ? Parce que on va retenir comme hypothèse, et c'est au fond ce que retient comme hypothèse l'ensemble des marchés. Je vais parler au nom des marchés financiers, je vais faire le porte-parole de rarement mon cas, mais on retient comme hypothèse que la vague inflationniste est derrière nous, et que l'inflation core baisse plus vite que l'inflation IPCH, même si l'inflation core en niveau est au-dessus, elle baisse plus vite que l'inflation IPCH. Donc ça conduit, l'inflation core, c'est ce qui est suivi par les banques centrales. C'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis. Donc ça, immanquablement, ça conduit les banques centrales à programmer des baisses de taux, quoi que dise Christine Lagarde ce soir. Par exemple, si on prend l'inflation core en Europe, si on prend sur les 3 derniers mois et qu'on l'annualise, évidemment, c'est un exercice un peu facile, on arrive à 1%. Oui. Bon, voilà, donc ça forcément, ils l'ont vu. Donc c'est un élément parmi d'autres, mais ça ils l'ont vu. Donc pourquoi ça n'a aucune importance ? Parce qu'on sait qu'il y aura probablement des gains en pouvoir d'achat aux États-Unis et en Europe sur 2024. Il y aura probablement des baisses de taux, plutôt aux États-Unis, un peu plus tard en Europe. Sur les entreprises, les coûts de financement, ça ne touche que les canards boiteux. Ça ne touche que les zombies. Pourquoi ? Parce que moi, si je regarde la comptabilité publique américaine, la rentabilité des entreprises américaines est au plus haut sur ces 20 dernières années. Elle a progressé de 30% depuis post-Covid.
Il n'y a pas de problème. Alors après, il faudrait que je fasse un tri entre les GAFA. Mais puis une boîte cash rich comme Apple, placée à 4 ou 5%, c'est 1,5 milliard de résultats par trimestre, ne serait-ce que le rendement de la trésorerie. Quoi. Oui. C'est ça. Mais donc globalement, la boucle prix-profit, on ne la voit pas s'inverser. La question sur les hausses, est-ce que les entreprises vont procéder? Moi, je serais rassuré si les entreprises nous disent qu'elles ne sont pas obligées de baisser leur prix pour stimuler la demande. C'est ça le sujet. Et ce discours-là, on l'a pas? Si, ça commence. Oui. On commence, mais c'est un léger effritement. D'accord. Si je prends sur le CAC 40, les valeurs non financières du CAC 40, c'est très restrictif, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est un échantillon parmi d'autres. Il y a beaucoup de valeurs internationales, on peut les prendre. Leur rentabilité sur 2022, 2023, 2024, 2025, la marge opérationnelle de cet ensemble hors financière est située à 14%. La moyenne sur les 20 dernières années, pré-Covid, c'est 10,5% en moyenne. Donc la marge opérationnelle des valeurs non financières du CAC 40 est globalement 20 à 25% supérieure à ce qu'elle était. Donc ça, c'est un acquis pour l'instant. La question, c'est est-ce qu'on va avoir des warnings, des surprises par rapport à ça. Des entreprises qui sont obligées. Parce que si l'inflation baisse, on va me dire, si l'inflation baisse, ralentit, il n'y a pas de secret, le profit des entreprises, surtout qu'il va y avoir des hausses de salaire, c'est ça l'enjeu. Absolument. C'est ça l'enjeu. Pour l'instant, on ne le voit pas. Et les gains en pouvoir d'achat sont inférieurs à l'évolution de l'inflation. Donc, les gains en pouvoir d'achat vont être importants parce qu'ils vont stimuler à nouveau la demande. Et ça va jouer en Europe. Si vous intégrez, et ça jouera évidemment aux États-Unis, si vous intégrez des baisses de taux courts, aux États-Unis, on va aller entre 75 et 100 BP, pas pour l'année, mais peut-être pour les 18 prochains mois. Si en Europe, on a 50 à 75 BP sur les 12 prochains mois, donc il y a des éléments quand même de stabilisation qui viennent. Et au fond, c'est le put, c'est ce qu'on appelle le put. Oui, mais c'est plus qu'un put de banque centrale, parce que c'est un put macroéconomique. Les banques centrales accompagnent le processus. C'est pas uniquement les banques centrales, c'est un équilibrage. On a oublié la stimulation budgétaire et monétaire que l'on a hérité et les effets bénéfiques. Alors, il y a la partie inflationniste, mais les effets bénéfiques sur le bilan d'un certain nombre d'acteurs économiques. C'est quand même assez solide. Sur le consommateur en tant que tel, et le thème de la consommation aux États-Unis, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui, Virginie? Effectivement, il y a l'idée quand même que... on a des salaires réels positifs aujourd'hui aux États-Unis, qu'on est au plein emploi, ou en tout cas, on est toujours à un taux de chômage historiquement bas, qu'on a créé plus de 2 millions d'emplois en 2023 aux États-Unis, des gens qui n'avaient pas de job, pas de salaire, qui ont du salaire aujourd'hui. Parce qu'ils militent quand même aussi pour que l'inflation... baisse peut-être plus lentement que prévu. C'est pas ce qui m'inquiète, l'inflation, mais le marché, malheureusement, peut être inquiété. Et attention, parce qu'on a bien vu quand même au mois de décembre... On ne va pas revenir à 10% d'inflation avec simplement une mécanique de consommation, de salaire, etc. Il y a la situation du marché de l'emploi. Moi, je ne parle pas de plein d'emploi, mais je dis la situation du marché, parce que ça c'est... il y a quand même... on peut avoir un peu de regain d'inflation. Je rappelle qu'on a un sujet en mer Rouge. C'est peut-être anecdotique, mais... Non, je ne crois pas. Quand même, on ne sait jamais. On ne sait pas, on verra. Pour le moment, ça passe plus. Ça rajoute quand même... le transport est à 80% maritime. Non, mais les chocs d'offres sont amenés à être peut-être plus fréquents, plus récurrents. On ne sait pas où va la Chine. Non. Ça, on ne sait pas. On peut avoir une très bonne surprise. La Chine qui se reprend. Ou alors qui s'enfonce. Et là, franchement, on ne sait pas. Donc ça, il ne faut pas l'exclure. Et après, on a quand même pas mal de sujets, je veux dire, sur la table, sur les conflits, le financement des conflits. Il y a quand même beaucoup de choses. Donc, ma question, c'est est-ce que les entreprises que vous suivez, est-ce qu'elles gardent ce pouvoir de fixation des prix dans le contexte là aujourd'hui? Ah non, mais les entreprises, elles sont déjà sous pression aux États-Unis. Je veux dire, quand on les voyait, nous, il y a un mois sur place, savent très bien que les hausses de prix, il y a encore quelques staples, mais ça va pas tenir. Et le consommateur, bien sûr, à force de dire c'est 70%, oui, mais je pense qu'une des forces de l'économie américaine, c'est pas que le consommateur, c'est les sujets structurels et l'économie, on le sait bien. Qu'est-ce qui monte en ce moment? On voit, il y a des brokers qui tous les jours upgrade certains secteurs comme la cybersécurité. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils le font une valeur
par jour. Donc c'est bien, ça fait monter tout le secteur tous les jours. Donc ça, il feuilletonne bon, voilà. Mais bon, les recommandations du secteur. Il y a tous ces sujets qui sont à l'œuvre. Il y aura les élections. On a beaucoup d'élections. Les élections à Taïwan ce week-end. Il ne faut pas oublier que Taïwan, le chapitre des États-Unis pour puisqu'ils ont fait le chapitre pendant 10 ans, 12 ans de l'indépendance énergétique. Ok, ça c'est ticket, c'est bien, ils l'ont fait. Et on a vu quand même le résultat. On est parti sur l'indépendance des composants. Il faut que ça aille très vite. À vitesse grand V. Et qu'un changement de gouvernement à Taïwan, ça peut... Donc, il y a quand même tous ces sujets-là qu'il ne faut pas écarter, qui vont nous mettre de la volatilité. Mais moi, comme je dis, nous, on est de toute façon... On milite pas. Et du point de vue des entreprises que vous suivez, elles arrivent au bout du pouvoir de fixation des prix. Alors, mais ça dépend. Elles vont pas répliquer les hausses de prix qu'elles ont passées en 2023, en 2024. Ça dépend de quoi on parle. Si vous me parlez effectivement des céréales, des Kellogg's, non, oui. Ils vont être obligés là de revoir la copie. Si vous me parlez... Mais est-ce qu'ils vont ramener des prix ? Est-ce que leur marge... Est-ce que vous voyez leur marge revenir ? Vous avez déjà vu ça, vous, dans le monde depuis que vous êtes né ? Qui reviennent aux marges, qui baissent les prix. Comme disait Xavier, c'est un acquis. En fonction, si on compare avec l'inflation, bien sûr, c'est un acquis. Le prix est un acquis, pas la marge. Ouais. Alors la marge va être sous pression, malgré tout, mais on ne reviendra pas, effectivement. D'accord. Même si l'inflation reflue. On a franchi des paliers sur les marges. On peut en redescendre quelques-uns, mais on ne reviendra pas au niveau d'avant. Oui. Voilà. Donc c'est un acquis de ce point de vue-là. Oui, Damien, oui, effectivement, la marge, c'est la question. Oui. Bah, la marge, absolument, c'est toute la question. C'est si jamais ils n'arrivent pas à monter les prix et que les charges montent un peu, il y aura peut-être des déceptions sur les marges. Et qui dit déception sur les marges, dit déception sur les bénéfices. Bon. Donc ça peut peser un petit peu. Je pense que ça fait partie des craintes du marché. On va quand même rappeler que l'année dernière, vous avez quand même plein de secteurs dont les volumes... qui n'ont pas de hausse de volume. Ah bah non. Et où tout se fait par les prix. Hein. Oui, bien sûr. Et par les prix, c'est-à-dire, bien sûr. On parle de 10%, bien de 15% ou de Veralia à 45%. Donc, est-ce que certaines entreprises de consommation peuvent se permettre de perdre des parts de marché ad vitam aeternam pour se concentrer sur la marge ? C'est pas sûr non plus. Donc, il y a quand même une force de rappel sur la part de marché et sur le volume. Et on peut imaginer des entreprises avec des stratégies, des mix prix-volume effectivement différents. Je baisse un peu les prix, je regagne du volume et j'arrive dans ce contexte-là à maintenir ma marge telle qu'elle était prévue ou telle que je l'attendais. On peut imaginer, sauf que je pense qu'en baissant les prix, les volumes ne vont pas revenir tout de suite. Bon, en tout cas, pour ce qui est consommation, il y a des effets d'inertie. Il y a quand même des effets d'inertie dans la consommation. Exactement. Donc là-dessus, oui, je pense qu'il y a un risque. Après, on n'est pas en train de dire qu'on va rentrer en récession en 2024 ou qu'il va y avoir une catastrophe. Plus personne ne le dit. Ce qu'on dit juste, c'est qu'à notre sens, aujourd'hui, le consensus price un scénario quand même plutôt optimiste. Et que un scénario plus optimiste que ce qui est pricé aujourd'hui, c'est-à-dire un atterrissage en douceur, des taux qui baissent, c'est formidable, quoi. C'est-à-dire, des bénéfices qui continuent de monter, des taux qui baissent. Alors là, l'investisseur, il gagne sur tous les tableaux. Hein. Il gagne sur les actions, il gagne sur les obligues. Sauf que, alors évidemment, le scénario... C'était le sens du rallye de fin d'année, hein. Oui, dans l'anticipation de 2024, c'était le sens du rallye de novembre-décembre. Absolument. Sachant que le rallye de fin d'année, en plus, on en a discuté avant, mais on ne sait pas très bien d'où vient le consensus quand on parle de 6 baisses de taux attendues en 2024. Ça paraît très très optimiste. Alors est-ce que le marché réagirait ? Alors on sait que ce consensus-là, mais depuis quelques mois, il a une volatilité incroyable. Avec les données fortes encore sur l'emploi, ou en tout cas suffisamment solides sur l'emploi, l'inflation qui montre effectivement que le dernier kilomètre sera peut-être un peu plus long, etc. On voit tout de suite, l'espérance de baisse de taux en mars, elle a quand même beaucoup reculé. Et puis les taux longs, on est plus proche, on est plus à 4 qu'à 3,80 maintenant sur le 10 ans américain. Oui, quoi. Bon, on parle de 0,2. Oui. On est toujours à des niveaux... On cherche l'équilibre, quoi. Oui, on cherche l'équilibre. Il y a beaucoup de volatilité sur les anticipations de taux. Ouais. Là, quand on voit la réaction du marché par rapport aux chiffres d'inflation de cet après-midi, les chiffres d'inflation sont un peu moins bons que prévu, c'est-à-dire un peu supérieurs aux attentes. Franchement, le marché, il est quand même en mode... j'interprète toutes les nouvelles de manière optimiste. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'il voit ? Ça ne remet pas en cause. Il voit juste que d'un mois sur l'autre, même si c'est moins bien qu'attendu, ça baisse un petit peu. Bon. Donc on est quand même dans un mode psychologique favorable. Ah ouais. Mais globalement, pour conclure, je pense que
pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on perçoit, hors événement géopolitique ou événement électoral dont on parlera peut-être après, parce que ça peut avoir une importance importante aux États-Unis, on a le choix entre une économie qui tient bien, des taux qui baissent un peu, mais bon, rien de catastrophique, donc normalement une bourse qui se tient bien, ou alors une économie qui a ralenti un peu plus, du coup des taux qui baissent. Globalement, le marché sera plutôt content de voir les taux baisser. Ça permet d'encaisser des déceptions sur des résultats d'entreprise ou exactement, autre chose. Et puis ça permettra d'anticiper un rebond de l'activité peut-être 2025. Donc le seul scénario vraiment noir pour les marchés financiers aujourd'hui, c'est quoi ? C'est soit géopolitique, soit une inflation qui repart complètement à la hausse. Ce qui effectivement, au vu d'aujourd'hui, paraît totalement improbable à la plupart des observateurs. Mais comme on sait que c'est jamais ce qu'on prévoit qui arrive, c'est pareil, on peut pas non plus complètement l'écarter. Mais pour l'instant, j'allais dire, une petite correction ne nous paraît pas absurde, mais ne sera pas. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'allocation, de construction de portefeuille pour vous aujourd'hui, Damien ? Ça veut dire que, alors, je pense que la dernière fois qu'on s'était vu, nous on privilégiait beaucoup. On était très agressifs sur la partie obligataire et notamment sur la partie high yield parce qu'on croyait pas à une récession. Donc ça a très bien fonctionné. Ouais. Donc aujourd'hui, sur la partie high yield, on est peut-être un peu moins agressif parce que quand même, malgré tout, la baisse de taux, elle a été rapide. Ça a beaucoup bénéficié au secteur. Donc les taux de rendement restent intéressants, mais on n'est plus à 7, on est à 5, 5,5. Donc, bien sûr, l'opportunité est moins criant. Ah bah évidemment. C'est moins criant. Évidemment. Maintenant, le sens de l'histoire, c'est quand même des taux qui baissent. Donc les obligs, ça reste quelque chose que nous, on aime beaucoup. Et sur la partie action, on n'est pas particulièrement agressif, on n'est pas non plus très défensif, mais disons qu'on n'attend pas grand-chose du premier trimestre. Ouais. Mais en revanche, on pense que la deuxième partie... Mais neutre, c'est une bonne position, quoi. Ouais. Oui. Ouais. Mais c'est une position de gestion. Hein. Qu'est-ce qui va vous intéresser dans le stock picking, là, cette année, Virginie ? Nous, on travaille toujours sur nos sujets précis, donc l'industrie, effectivement, la conso discrétionnaire. Ouais. Oui, parce que là, en fait, plus vous avez de sujets sur la table, plus le stock picking est intéressant. Donc nous, c'est très très bien, on est très contents. Donc on est de toute façon tout le temps investi sur des equities, et majoritairement, effectivement, en Amérique du Nord. Et donc, ce qui vient de nous intéresser, il y a eu quand même beaucoup de choses, parce que quand on regarde le marché l'année passée, vous avez quand même beaucoup de titres qui ont été directés. C'est-à-dire qu'on parlait des je dirais même la plupart, Virginie. Oui, non, mais pas que les 7, comme on dit, les 7. Si on parle en nombre de titres. Il y a eu quand même aussi plein de sociétés dont on ne parle pas qui ont beaucoup grimpé, et d'autres qui ont perdu 20-25%. Donc il y a des choses à regarder, effectivement. Donc nous, on est sur, on est sur un petit peu sur tous les secteurs. On n'est pas encore rentré sur le Staples où vraiment on a fait une toute petite chose sur Hershey. Donc on attend de voir justement là ce qui se passe, qui va être le wording et en plus c'est intéressant, vous citez Hershey, donc c'est le chocolat, si je dis pas de bêtises. En plus de la question du pouvoir d'achat, c'est des boîtes qui ont souffert du GLP1. Ouais. Ah oui, alors il y a eu ce sujet, on en parle moins maintenant, mais alors elles ont quand même, absolument. Ça a été quand même un catalyseur de la directive de ces valeurs-là. Il y a toujours des mouvements, je les appelle les vendeurs de sucre. Je suis désolé, j'ai pas trouvé de meilleure expression, mais c'est quand même ça, quoi. Tout à fait. Ça a joué. Oui, Damien, là-dessus. Il y a un dernier petit élément sur l'allocation qui est important, c'est que, alors on en parle beaucoup depuis quelques semaines, mais ça reste les small et les mid cap. Ah oui. Dans un contexte de taux qu'on voit baisser. Elles ont entre autres beaucoup souffert de hausse de taux parce que c'est plus d'une small et mid a plus de mal à se refinancer, ça pèse plus lourd sur son bilan, etc. Il y a une vraie optionnalité intéressante aujourd'hui, là. Il nous paraît y avoir une vraie optionnalité, et quand on discute avec des grands investisseurs, ils cherchent tous des solutions pour acheter des small et mid, donc ils cherchent des fonds, et pour l'instant ils n'ont pas bougé encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de flux encore. La surperformance a commencé en décembre, alors qu'il n'y a pas eu de flux. Donc ça laisse quand même pas mal d'espoir sur cette catégorie d'actifs. Puis attention au mouvement, c'est sur l'autoroute, tout le monde veut sortir en même temps, tout le monde veut rentrer en même temps. Et l'entonnoir est petit sur les oui. Donc, Xavier, qu'est-ce qui peut être un grand mouvement de marché ou une grande tendance de marché là, en 24, selon vous ? Il y a beaucoup de choses. La fin d'année 2023 a donné un peu le tempo. Je pense que c'est, au fond, le scénario du cycle inflationniste façon années 70 a été rangé au placard. Et le caractère inflationniste est bien transitoire. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rester des stigmates en niveau de prix, ça ne veut pas dire que le régime d'inflation retourne à ce qui prévalait. Il a bien été modifié, mais ce n'est pas les années 70. Non. Ouais, c'est ça. Voilà, et donc les primes de risque sont extraordinairement élevées, je trouve, sur les actions.
Sur les taux, ça peut se discuter, mais sur les actions, elles sont extraordinairement élevées. Donc les marchés actions ont un énorme potentiel. C'est tout simple. Et effectivement, le compartiment des valeurs ou des secteurs qui portent une modification de la consommation, parce que l'inflation a quand même bien déplacé les pans entiers de la consommation sur de la consommation à faible prix. On le voit sur les restaurations. C'est barbelisé, ça a barbelisé la consommation. Donc, je pense qu'il va y avoir un phénomène de réajustement, donc ça va jouer favorablement sur les valorisations. Les valeurs industrielles, notamment les valeurs industrielles en Europe, elles présentent des valorisations très basses. Celles qui sont intenses énergétiquement, parce qu'elles ont probablement un scénario qui sera moins catastrophique que ce qui était prévu. Bon, après, il y a toujours l'hypothèque ukrainienne. Mais, voilà, donc je trouve qu'il y a pas mal de bonnes nouvelles. Donc, j'arrive pas à voir une mauvaise année, quoi. Ouais, j'arrive pas à avoir une mauvaise année. Et je trouve qu'on a probablement très sous-estimé la stimulation qu'on a connue post-Covid, qui fait qu'on a une économie mondiale, occidentale, qui est forte. Par contre, la menace, ce qu'il faut bien suivre, tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'économie chinoise. Parce que là, on a une poche déflationniste, une poche d'instabilité géopolitique de moyen terme qu'il faut continuer à suivre de près. Oui, bien sûr. Merci à vous trois. Merci pour votre éclairage sur les sujets du moment, sur les marchés à la veille de la séquence micro et des premiers résultats américains. Virginie Robert était avec nous, présidente de Constance Associés. Damien Charlet, directeur de la gestion sous mandat de Mescart Asset Management. Et Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital.